me réjouis qu'aujourd'hui tout de même, parce que j'ai choisi le Mardi Gras pour venir, aujourd'hui tout de même les portes ne soient pas trop encombrées. Ça pourrait m'être une occasion, puisque pour entrer dans les confidences, je vous avais fait le rapport parce que ça m'avait instruit. J'avais fait le rapport du fait que j'avais été à Nice. J'avais accepté n'importe quel titre, enfin, je dirais que c'est au titre de n'importe lequel que je l'avais accepté. Ce titre, évidemment, pour moi un peu choquant, du phénomène lacanien, et puis je vous avais fait remarquer qu'en somme, je l'avais provoqué, mais que ça m'avait instruit en ceci, qui est peut-être présomption, que ce que je dis a des effets de sens. Il semble, à mesurer les choses, que ces effets ne sont pas immédiats, mais qu'avec le temps que j'y ai mis, et aussi, il faut bien le dire, la persévérance, puisque, somme toute, pour moi au moins, il a fallu 20 ans pour que je les constate. Je veux dire que je les enregistre, qu'il m'apparaisse que ça a eu des effets. Et je vous ai dit ma surprise. On ne sait jamais si une surprise est bonne ou mauvaise. Une surprise est une surprise. Elle est hors du champ de l'agréable ou du désagréable, puisque après tout, ce qu'on appelle bon ou mauvais, c'est agréable ou désagréable. Alors, une surprise est heureuse, disons. Ça signifie ce qu'on appelle une rencontre, c'est-à-dire en fin de compte quelque chose qui vous vient de vous. J'espère qu'il vous en arrive de temps en temps. Alors j'ai pu renouveler cette surprise que j'appelle heureuse plutôt que bonne ou mauvaise, en allant depuis que je vous ai donné congé jusqu'au 1er mardi de février, deuxième, celui où je parle. Bon. J'ai fait un petit tour à Strasbourg. J'ai pu constater, sans en être trop surpris, puisque c'est le groupe de Strasbourg qui s'en charge, que j'avais des effets de sens en Allemagne. Je veux dire que des Allemands que j'ai rencontrés au groupe de Strasbourg, j'ai obtenu en fin de compte
des questions qui m'ont donné cette heureuse surprise dont je parlais tout à l'heure. J'en ai été moins surpris qu'à Nice, étant donné que c'est le groupe de Strasbourg qui en prend soin, non pas que personne ne prenne soin de ce que je dis à Nice. Enfin, il s'est trouvé comme ça que je m'attendais à moins. Il faut dire que dans l'intervalle, je m'étais un peu remonté le moral. C'est peut-être pour ça que, toute heureuse qu'elle fut, la surprise était moindre à Strasbourg. J'en ai eu une plus grande. Je viens de passer 8 jours. Je vous donne en 1000 août. Je viens de passer 8 jours à Londres. Il est tout à fait certain que ni les Anglais, ni, je ne dirais pas les psychanalystes anglais, je n'en connais qu'un qui soit anglais. Et encore, il doit être écossais, probablement. La langue. Je crois que c'est la langue anglaise qui fait obstacle. Ce n'est pas très prometteur parce que la langue anglaise est en train de devenir universelle. Je veux dire qu'elle se ferait savoir. Enfin, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de gens qui ne s'efforcent de m'y traduire. Ceux qui me lisent comme ça de temps en temps peuvent se donner, avoir une idée enfin, de ce que ça comporte comme difficulté de me traduire dans la langue anglaise. Il faut tout de même reconnaître les choses comme elles sont. Je ne suis pas le premier à avoir constaté cette résistance de la langue anglaise à l'inconscient. J'ai fait des remarques, ça, je me suis permis d'écrire quelque chose qui a été plus ou moins bien accueilli, comme j'y suis habitué. Quelque chose au retour d'un voyage au Japon, où je crois que j'ai dit pour le japonais quelque chose qui s'oppose au jeu, et même au maniement enfin, de l'inconscient comme tel, dans ce que j'ai appelé, à l'époque, dans un petit article que j'ai fait, que j'ai sorti, je ne sais plus où, j'ai complètement oublié, que j'ai appelé littérateur. J'ai cru voir dans une certaine, disons, duplicité dans le cas de la langue japonaise, de la prononciation.
j'ai cru voir là quelque chose qui redoublé par le système de l'écriture, qui est aussi double. J'ai cru voir là une spéciale difficulté à jouer sur le plan de l'inconscient. Et justement ceci qui devrait y paraître une aide. Si ce qu'il en est de l'inconscient se localise au lieu de l'autre, et si j'y fais la remarque qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, c'est à savoir que ce qui dans mon petit schème figuré du nœud borroméen se caractérise par une spéciale accentuation du trou dans ce qui fait face, si je puis dire, dans ce qui fait face au symbolique, et que j'ai pointé, je pense, la dernière fois en y mettant un J suivi d'un grand A que j'ai traduit, enfin que j'ai essayé d'énoncer comme désignant la jouissance de l'autre. Génitif, non pas subjectif, mais objectif. Et j'ai souligné que c'est là que se situe tout spécialement ceci, je crois, légitimement, sainement, corrige la notion que Freud a de l'éros, comme d'une fusion, comme d'une union. J'ai mis l'accent à ce propos, comme ça, incidemment, plus ou moins, avant d'avoir sorti ce nœud borroméen. J'ai mis l'accent sur ceci, c'est que c'est très difficile que deux corps se fondent. Non seulement c'est très difficile, mais c'est un obstacle d'expérience courante. Et que si on en trouve la place bien indiquée dans un schéma, c'est quand même de nature à nous encourager concernant la valeur de ce que j'appelle la chaîne. Il faut qu'aujourd'hui je ferai la voix à un certain nombre, je ne dirais pas d'équivalence, mais de correspondance. Il est bien évident que je les ai maintes fois dans mon travail de griffonnage, puisque c'est avec des griffonnages que je prépare ce que j'ai ici à vous dire, que je l'ai maintes fois rencontré, et
ces équivalences, je les ai maintes fois rencontrées, et que j'y regarde à deux fois avant de vous en faire part. Je suis plutôt prudent, je ne cherche pas à parler à tort et à travers. Bon. Est-ce que ici, par exemple, il y a quelqu'un qui sache, parce que je ne sais pas si François Val est là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sache que la reine Victoria, par Lytton Strachey, qui est un auteur bien connu, célèbre, enfin, j'avais lu dans son temps un petit bouquin traduit, si mon souvenir est bon, chez Stock, concernant Élisabeth et le comte d'Essex. Est-ce que quelqu'un ici est en état de me dire, comme il y a des personnes qui sont au seuil, est-ce qu'il y a, je pense qu'elles pourront peut-être me dire si le Lytton Strachey sur la reine Victoria est sorti au seuil traduit. Comment? J'entends mal. C'est pas sorti. C'est bien emmerdant. C'est bien emmerdant parce que je vous aurais recommandé de le lire. Oui, ça c'est vraiment emmerdant. Qu'est-ce qu'il a bien pu me dire? Bon, enfin, je suis très embêté parce que ça courait les rues sous la forme d'un Penguin Book, mais c'est out of print. Alors, je peux pas vous en recommander la lecture. Mais enfin, tous ceux qui pourront mettre la main, parce qu'il y a quand même des bibliothèques et aussi des livres d'occasion, tous ceux qui pourront mettre la main sur cette Queen Victoria de Lytton Strachey, je les invite vivement à le lire, parce que au retour d'Angleterre, c'est-à-dire samedi dernier et dimanche, je n'ai pas pu quitter ce bouquin. Je n'ai pas pu quitter ce bouquin et ça ne veut pas dire que je vais vous en parler aujourd'hui, parce que il faut que pour en faire quelque chose, enfin, qui entre dans mon discours, il faudrait que je le triture, faudrait que je le torte, faudrait que je l'essore, faudrait que j'en sorte un jus. J'ai beau y avoir pris plaisir, c'est trop fatigant et puis je n'ai pas le temps. Néanmoins, ça pourrait, me semble-t-il, montrer qu'il y a peut-être plus d'une origine à ce phénomène stupéfiant de la découverte de l'inconscient. Si le 19e siècle, me semble-t-il, n'avait pas été si étonnamment dominé par ce qu'il faut bien que j'appelle l'action d'une femme,
recevoir de la reine Victoria, on ne se serait peut-être pas rendu compte à quel point il fallait cette espèce de ravage, enfin, pour qu'il y ait là-dessus ce que j'appelle, enfin, un réveil. C'est un de mes bateaux que le réveil, c'est un éclair, enfin. Il se situe pour moi, enfin quand ça m'arrive, pas souvent, il se situe pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce soit comme ça pour tout le monde. Il se situe pour moi au moment où effectivement je sors du sommeil. J'ai à ce moment-là un bref éclair de lucidité. Ça ne dure pas, bien sûr. Je rentre comme tout le monde dans ce rêve qu'on appelle la réalité, à savoir dans les discours dont je fais partie et parmi lesquels j'essaie de frayer la voie au discours analytique. C'est un effort très, très pénible. Je crois que ce livre me semble devoir vous rendre sensible, sensible avec un particulier relief, ceci que l'amour n'a rien à faire avec le rapport sexuel. Et confirmer que ça part non pas, je vais dire, de la femme, puisque justement, c'est à propos de quoi j'ai vu qu'une fois de plus, enfin, c'est un point sur lequel même les gens qui me sont le plus sympathiques, je veux dire, qui croient devoir me rendre hommage, la flotte et même déraille, il faut bien le dire. Si je dis que la femme n'existe pas, c'est évidemment sans retour, si je puis dire. Mais une femme entre autres, une femme bien isolée dans le contexte anglais par cette espèce de prodigieuse sélection qui n'a rien à faire avec le discours du maître. C'est pas parce qu'il y a une aristocratie qu'il y a un discours du maître. Cette aristocratie, d'ailleurs, n'a pas grand-chose à faire avec une sélection locale, si je puis dire. Les vrais maîtres, c'est pas ceux qui sont
qu'on pourrait appeler les mondains, enfin, les gens bien, les gens de bonne compagnie, les gens qui se connaissent entre eux, enfin, ou qui croient se connaître. La fatalité qui a fait qu'un certain Albert de Saxe-Cobourg est tombé dans les pattes. Il n'y avait aucun penchant. C'est ce qui est merveilleux, enfin, c'est Clayton Stretchell le souligne. Pas le moindre penchant vers les femmes. Mais quand on rencontre un vagin denté, si je puis m'exprimer, de la taille exceptionnelle de la reine Victoria, enfin une femme qui est reine, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on fait de mieux comme vagin denté. C'est même une condition essentielle. Enfin, Sémiramis devait avoir un vagin denté, c'est forcé. Ça se voit d'ailleurs quand Degas en a fait un dessin, oui, Élisabeth d'Angleterre, enfin, devait aussi, enfin, ça se voit, enfin, pour un sexe, ça a eu des conséquences. Bon. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu les mêmes pour celui qu'on appelle, quand on désigne le musée qui subsiste à leur mémoire, n'est-ce pas, le Victoria Randalbert. Parce qu'on ne dit pas Victoria End, non, on dit Victoria Randalbert. Pourquoi est-ce que le Albert en question n'a pas subi le sort des sexes? C'est parce que c'est même pas sûr qu'il l'ait pas subi, parce qu'enfin il a défunté très tôt. Il a défunté très tôt d'une mort qu'on appelle naturelle. Mais vous regarderez ça de très près, j'espère. Vous regarderez ça de très près. Ça me semble, enfin, la plus merveilleuse chose qu'on puisse avoir comme annonce de cette vérité que j'avais trouvée sans ça. Enfin, cette vérité du non-rapport sexuel. Ça me semble une illustration tout à fait sensationnelle, et comme tout de même tout ça s'est passé très vite, et en somme avait déjà franchi ses principaux épisodes avant la naissance de Freud. Ça n'est, me semble, quand même une raison pour dire que si Freud n'était pas surgi là, enfin, par quelle mystérieuse rencontre, enfin, l'histoire, tout de suite après, cette mise en exercice, enfin, n'est-ce pas, de ce que les femmes ont je ne sais pas si c'est un pouvoir. On est très très fasciné par des notions, des catégories comme celle-là, le pouvoir, le savoir, tout ça sont des fadaises, enfin.
des fadaises qui laissent toute la place aux femmes, je n'ai pas dit à la femme, aux femmes qui ne s'en soucient pas, mais dont le pouvoir dépasse sans mesure, enfin, toutes les catégories. Bon, enfin, paix à l'âme du Rand Albert. Il est certain que ce que je dis ne va pas tout à fait dans le sens, malgré tout, de ce que les femmes puissent ni doivent courir leur chance, si on peut appeler ça une chance, enfin, dans une espèce d'intégration aux catégories de l'homme. Je veux dire, ni le pouvoir, ni le savoir. Enfin, elles en savent tellement plus, enfin, n'est-ce pas, du seul fait d'être une femme, que c'est bien en quoi je tire mon chapeau. Et la seule chose qui m'étonne, c'est pas tellement, comme je l'ai dit, comme ça, à l'occasion, qu'elle sache mieux traiter l'inconscient. Je suis pas très sûr. Leur catégorie à l'endroit de l'inconscient est très évidemment d'une plus grande force. Elles en sont moins empêtrées. Elles traitent ça avec une sauvagerie, enfin une liberté d'allure qui est tout à fait saisissante, par exemple, dans le cas d'une Mélanie Klein. C'est quelque chose comme ça, que je laisse à la méditation de chacun. Les analystes de femmes sont certainement plus à l'aise. Plus à l'aise à l'endroit de l'inconscient. Elles s'en occupent. Elles ne s'en occupent pas, il faut bien le dire, sans que ce soit au dépens. C'est bien peut-être là que se trouve reverser l'idée du mérite que elles y perdent quelque chose de leur chance, qui, rien que d'être une entre les femmes, est en quelque sorte sans mesure. Si j'avais, ce qui évidemment ne peut pas me venir à l'idée, enfin, si je devais localiser quelque part l'idée de liberté, ce serait évidemment dans une femme que je l'incarnerais. Une femme, pas forcément n'importe laquelle, puisqu'elles ne sont pas toutes, et que le n'importe laquelle glisse vers le tout. Bon, laissons ça de côté. Laissons ça de côté parce que
Parce que c'est un sujet où, comme dans le fond, Freud lui-même, je pourrais dire que j'y perds mon latin, ce qui n'est pas une mauvaise façon de dire les choses. Mais enfin, si ça vous tombe sous la main, j'ai eu le bonheur qu'une personne qui était une de celles qui m'avait invité là-bas, je veux dire à Londres, qu'une personne me passe ce truc out of print, façon exemplaire pour tout dire, et je pense que c'est une lecture que personne ici ne doit manquer s'il a, je ne sais pas quoi, un peu de touche, un peu de vibration à l'endroit de ce que je dis. Bon. Il est évidemment tout à fait extraordinaire, je passe à un autre sujet, tout à fait extraordinaire de voir que l'art même qui a traité les sujets qu'on appelle géométriques au nom de ceci, qu'un interdit est porté par certaines religions sur la représentation humaine. Que même l'art arabe, donc, pour l'appeler par son nom, fait des frises, mais que ces frises et ces tresses que ça comporte, qu'il n'y ait pas de nœud borroméen, alors que le nœud borroméen prête à une richesse de figures tout à fait foisonnante, dont il n'y a justement dans aucun art trace. C'est une chose en soi-même très surprenante. Ce n'est pas facile de donner de ça une explication, si ce n'est peut-être que si personne n'en a senti l'importance, c'est tout de même fait pour nous donner cette dimension qu'il y fallait quelque chose qui ne va pas du tout, sans l'exigence de l'émergence de ce que j'appellerais certaines consistances. Ce sont précisément celles que je donne au symbolique, à l'imaginaire et au réel. Mais c'est de les homogénéiser que je leur donne cette consistance, et les homogénéiser, c'est les ramener à la valeur de ce qui communément, enfin, est considéré comme le plus bas. On se demande au nom de quoi. C'est leur donner une consistance, pour tout dire, de l'imaginaire. C'est bien dans ça qu'il y a quelque chose à
dressé, la consistance de l'imaginaire est strictement équivalente à celle du symbolique comme à celle du réel. C'est même en raison du fait qu'ils sont noués de cette façon, c'est-à-dire d'une façon qui les met strictement l'un par rapport à l'autre, l'un par rapport aux deux autres, dans le même rapport. C'est même là qu'il s'agit de faire un effort qui soit de l'ordre de l'effet de sens. Qui soit de l'ordre de l'effet de sens, je veux dire que l'interprétation analytique implique tout à fait une bascule dans la portée de cet effet de sens. Il est certain qu'elle porte, l'interprétation analytique porte d'une façon qui va beaucoup plus loin que la parole. La parole est un objet d'élaboration pour l'analysant, mais ce que dit l'analyste, car il dit, ce que dit l'analyste a des effets dont ça n'est pas rien de dire que le transfert y joue un rôle, mais ça n'est pas rien, mais ça n'éclaire rien. Il s'agirait de dire comment l'interprétation porte et qu'elle n'implique pas forcément une énonciation. Il est bien évident que trop d'analystes ont l'habitude de la fermer. J'ose croire, je veux dire de la boucler, de ne pas l'ouvrir, comme on dit. Je parle de la bouche. Mais j'ose croire que leur silence n'est pas seulement fait d'une mauvaise habitude, mais d'une suffisante appréhension de la portée d'un dire silencieux. J'ose le croire, mais j'en suis pas sûr. À partir du moment où nous entrons dans ce champ, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, si ce n'est dans ceci, c'est que ça ne réussit pas toujours. Un silence opportun. Ce que j'essaie de faire ici, hélas, je bavarde beaucoup, est tout de même destiné à changer la perspective sur ce qu'il en est de l'effet de sens. Je dirais que ça consiste, cet effet de sens, à le serrer. À le serrer, mais bien sûr, à condition que ce soit de la bonne façon, à savoir à le serrer d'un nœud et pas n'importe lequel. Je suis très étonné
de réussir à substituer, je crois, cet effet de sens tel qu'il fasse nœud, et nœud de la bonne façon, à ce que j'appellerais ce qui se produit, enfin, en un point parfaitement désignable sur ce nœud même. Ceci, je ne crois pas du tout participer, si ce n'est en ce point précis, et qui s'appelle l'effet de fascination. Car, à vrai dire, c'est sur cette corde que glisse, enfin, que porte, enfin, la plupart des effets de l'art. Et c'est le seul critère qu'on puisse trouver qui le sépare de ce que la science, elle, arrive à coordonner. C'est bien dans cela qu'un homme de lettres, enfin, comme, je ne sais pas, un Valéry, par exemple, enfin, se contente de rester, enfin, sur ceci qu'il s'agit d'expliquer, sur des effets de fascination dont quand même l'analyse est exigible. L'effet de sens exigible, du discours analytique n'est pas imaginaire. Il n'est pas non plus symbolique. Il faut qu'il soit réel. Et ce dont m'occupe cette année, c'est d'essayer de serrer près quel peut être le réel d'un effet de sens. Parce que d'un autre côté, il est bien clair qu'on est habitué à ce que l'effet de sens se véhicule par des mots et ne soit pas sans réflexion, sans ondulation imaginaire. On peut même dire que même sur mon petit schème tel que je vous l'ai reproduit la dernière fois, tel que je vais le refaire maintenant, prenez vraiment l'habitude, n'est-ce pas, je dessinais ça comme ça, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'on fait régulièrement, enfin, la jonction, de partir avec l'élan. Donc, l'effet de sens, c'est ça. Au moins du symbolique et de l'imaginaire que j'ai. Il n'a en apparence un rapport avec ceci, à savoir le cercle consistant du réel, il n'a qu'un rapport en principe d'extériorité. Je dis en principe parce que c'est dans ceci qu'il est la mise à plat.
il est mis à plat de ce fait que nous ne pouvons pas penser autrement. Nous ne pensons qu'à plat. Il suffit de figurer autrement. Je ne comprends rien. Vous allez voir le pingouin, bien sûr. Donnez ça. Vous voyez, c'est ça. Ah! C'est ça qui est merveilleux. Prenons ça comme ça. J'aurais pu, bien sûr, prendre une personne. Vous voyez bien que dont il s'agit, c'est de faire que ce nœud soit borné. C'est-à-dire que, vous voyez bien, les deux sont là figurés, se séparent aisément l'un de l'autre. Il y a une façon, une seule simple, ça plus d'une, de faire qu'il soit borné ainsi, et ceci que je vous figure avec toute la maladresse que je vais faire. Parce que je veux vous en montrer la difficulté. C'est ceci. Vous voyez que du fait que la troisième boucle que j'ai ajoutée passe, si je puis dire, à travers les deux oreilles. Les deux oreilles que permettent de distinguer le passage de cet élément du deux à l'intérieur de ce que j'appellerais le trou de la troisième boucle. C'est dans cette mesure que le nœud tient. Est-ce que il faut nous en tenir là? C'est-à-dire penser qu'il suffise de trois éléments consistants dont l'un fait nœud des deux autres. Il y a déjà ceci que nous posons avec ce nœud, ceci qui va contre l'image dite de la concaténation. C'est en tant que le discours dont il s'agit ne fait pas chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réciprocité du passage d'une des consistances dans le trou
que lui offre l'autre, c'est-à-dire qu'une des consistances, au sens commun du terme, ne se noue pas à l'autre, je veux dire ne fait pas chaîne. C'est en ceci que se spécifie le rapport du symbolique, de l'imaginaire et du réel. C'est en cela que la question d'abord se pose de savoir si l'effet de sens dans son réel tient bien à l'emploi des mots. Je dis l'emploi au sens usuel du terme, ou seulement à leur jaculation, si je puis dire. C'est un terme en usage, lorsqu'il en est des mots. Beaucoup de choses depuis toujours l'ont donné à penser, mais de cet emploi à cette jaculation, on ne faisait pas la distinction. On croyait que c'était les mots qui portent. Alors que si nous nous donnons la peine d'isoler la catégorie du signifiant, nous voyons bien que la jaculation garde un sens isolable. Est-ce à dire que c'est là, à cela que nous devions nous fier pour que se passe ceci, que le dire fasse nœud à la distinction de la parole qui très souvent glisse, laisse glisser, et que notre intervention au regard de ce qu'il est demandé à l'analysant de fournir, à savoir, comme on dit, tout ce qui lui passe par la tête, ce qui n'implique pour autant nullement que ce ne soit là que du blablabla, car justement derrière, il y a l'inconscient. Et c'est de ce fait qui est l'inconscient que déjà dans ce qu'il dit, il y a des choses qui font nœud, qu'il y a déjà du dire, si nous spécifions le dire, d'être ce qui fait nœud. Il ne suffit pas, ce nœud, de l'appeler du réel. L'imaginaire, dans ce schéma, n'est pas un rond imaginaire. Si le nœud tient, c'est justement que l'imaginaire doit être pris dans sa consistance propre et que sans doute, puisque ce schéma est ce qui nous presse, au moins par mon intermédiaire, c'est que l'usage du symbolique n'y est évidemment pas à prendre, comme tout l'indique dans la technique de l'analyse, au sens courant du mot. Le symbolique n'est pas seulement du blablabla. Ce qu'ils ont de commun, c'est ça. C'est pas le réel. C'est ça le réel. Le réel,
c'est qu'il y ait quelque chose qui leur soit commun dans la consistance. Or, cette consistance réside seulement dans le fait de pouvoir faire nœud. Un nœud mental est-il réel? Là est la question. Je conviens que je ne vous ménage pas aujourd'hui, mais c'est tout de même pour vous donner tout de suite la réponse. Il a le réel, le nœud mental. Il a le réel de l'existence. Il a le réel de l'existence tel que je l'écris. De ces équivalences dont je vous disais tout à l'heure, c'était mon but. J'ai parlé prudemment de correspondance. Je parle maintenant de fonction. Et c'est en ça que j'avance le mot équivalence. Il est assez curieux, si nous voulons donner quelques supports à ce que nous avançons, que ceci précisément nous force à ne pas mettre le réel dans la consistance. Et la consistance, pour la désigner par son nom, je veux dire par sa correspondance, la consistance, je dirais, est de l'ordre imaginaire. Ce qui se démontre longuement dans toute l'histoire humaine et qui doit nous inspirer une singulière prudence. C'est que beaucoup de la consistance, toute la consistance qui a déjà fait ses preuves est pure imagination. Je vais faire tourner ici l'imaginaire à son accent de sens. La consistance pour le par-l'être, pour l'être parlant, c'est ce qui se fabrique et qui s'invente. Dans l'occasion, c'est le nœud, en tant qu'on l'a tressé. Mais justement, c'est là qu'est le fin mot de l'affaire. C'est que ça n'est pas en tant qu'on l'a tressé qu'il existe. Même si je ne fais pas de figure de mon nœud borroméen sur le tableau, il existe. Car dès qu'il est tracé, n'importe qui voit bien que c'est impossible qu'il ne reste pas ce qu'il est dans le réel, à savoir un nœud. Et c'est bien en quoi je crois que j'avance quelque chose qui, aux analystes qui m'écoutent, peut être utile
dans leur pratique, c'est qu'ils sachent que ce qu'ils tressent d'imaginaire n'en existe pas moins. Que cette existence, c'est ce qui répond au réel. Il y a quelque chose, Dieu merci, qui nous a introduit à cette notion de l'existence. C'est l'emploi de l'écrit. Cliquer, inverser. À propos de ce quelque chose qui dans l'occasion s'appelle une variable liée désignée par la lettre X, il existe un X qui peut être porté dans f de x, c'est-à-dire dans une fonction de x. Que cette fonction soit une fonction au sens général du terme, ou simplement une équation. Dans le cas d'une équation, il arrive qu'il n'existe pas de racine, comme on s'exprime si une équation, c'est toujours quelque chose qui s'égale à zéro. Il arrive qu'il n'y ait pas de racine, qu'il n'existe pas de racine. Et quand elle n'existe pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid, nous la faisons exister. C'est-à-dire que nous inventons la catégorie de la racine imaginaire et qu'en plus, ça donne des résultats. Ici, gît le point de flottement par où on voit que le terme d'imaginaire ne veut pas dire pure imagination, puisqu'aussi bien, si nous pouvons faire que l'imaginaire existe, c'est qu'il s'agit d'un autre réel. Je dis que l'effet de sens existe et qu'en ceci, il est réel. Ce n'est pas de l'apologétique, c'est de la consistance. La consistance imaginaire, sans doute. Mais il semble qu'il y ait tout un domaine usuel de la fonction imaginaire qui, elle, dure et qui se tienne. Je ne peux dialoguer qu'avec quelqu'un que j'ai fabriqué à me comprendre au niveau où je parle. Et c'est bien en cela que non seulement je m'étonne que vous soyez si nombreux, mais que je ne peux même pas croire que je veux fabriquer chacun de vous à me comprendre. Sachez seulement qu'il ne s'agit pas de ça dans l'analyse. Il s'agit seulement de rendre compte de ce qui existe comme interprétation. L'étonnant est qu'à travailler, si je puis dire, sur ces trois fonctions du symbolique, de l'imaginaire et du réel,
fabriqué assez de gens qui n'ont eu qu'à ouvrir. En fin de compte, je peux même pas croire qu'il y ait jamais un Anglais qui a fait plus que ça. De regarder d'un petit peu, ouvrir mes livres quand ils savent le français, puisque c'est pas encore traduit, et que quand même, il y a quelque chose qui leur a permis d'y répondre. Qu'est-ce que veut dire qu'il existe une construction dont il faut bien que la consistance ne soit pas imaginaire? Il n'y a qu'une seule condition qui est tout à fait lisible. Lisible ici au tableau noir. Il faut pour ça qu'elle ait un trou. Et c'est ceci qui nous amène à la topologie dite du tort, qui est celle par laquelle depuis longtemps j'ai été, je peux pas dire mon plein gré. C'est pas de ces choses qui me soient tellement familières, quoique tout le monde sache bien ce que c'est qu'un bracelet. Simplement, ce que je constate, c'est que la topologie mathématique, celle qui s'intitulant comme telle, et constituant l'introduction de ces rapports au mou, au flou, comme s'exprime mon cher ami Guilbeault, au nœud du même, soit quelque chose qui, dans la théorie mathématique, me donne tellement mal, et vous en donnerai tout autant, je dois dire, car je ne vois pas qu'une théorie des nœuds ait besoin d'en passer par la fonction dite des filtres, par exemple, ou d'exiger la considération des ensembles, les uns ouverts, les autres fermés, quand ces termes d'ouvert et de fermé prennent une consistance imaginaire, sans doute, mais une consistance toute différente de la pratique des nœuds. Le trou dont je parle, qui me paraît devoir être mis au centre de ceci, qui me paraît être le point par où nous pouvons décoller cette pensée qui fait cercle, cette pensée qui met à plat obligatoirement, et qui de ce fait seulement dit que ce qu'il y a là-dedans, c'est autre chose que ce qu'il y a dehors. Alors, il suffit de l'imaginer comme corde consistante pour bien voir que le dedans dont il s'agit là et le dehors, c'est exactement la même chose. Qu'il n'y a qu'un dedans, c'est celui que nous imaginons comme étant l'intérieur du tort. Mais justement, l'introduction de la figure du tort consiste, ce dedans du tort, à ne pas en tenir compte. C'est bien là qu'est le relief, qu'est l'importance de ce qui nous est fourni. La dernière fois, à propos de mon nœud, j'ai fait la remarque
J'ai même dessiné la figure de ceci. Comme si nous partons de l'exigence de faire un nœud borroméen non pas à 3, mais bien à 4, il nous faut supposer ces 3 tores indépendants. C'est-à-dire les dessiner comme ceci. Voilà celui qui est au-dessus, celui qui est intermédiaire et celui qui est au-dessous. Je vous ai figuré la dernière fois comment, par une figure qui est celle d'un 3e tore, d'un 4e tore, ces 3 ici figurés indépendants peuvent être noués, peuvent et doivent être noués, et j'ai même fait allusion à ceci, c'est que dans Freud, il y a élision de ma réduction à l'imaginaire, au symbolique et au réel comme noués tous les 3 entre eux. Et que ce que Freud instaure avec son nom du père, identique à la réalité psychique, à ce qu'il appelle la réalité psychique, nommément à la réalité religieuse, car c'est exactement la même chose, que c'est ainsi par cette fonction de rêve, que Freud instaure le lien du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Ce qui, je l'espère, était ici la dernière fois, ont conservé, je pense, la note, la trace, la façon simple dont ici peut se tracer ce temps, comme bien sûr ici. Il est très possible que je me trompe, parce que ce n'est pas du tout liaisé. Donc, essayons comme ça. Ouais. Même ça m'amuse parce que à chaque fois on s'y perd.
Alors, pardon, ceci. Ah, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ça a l'air, par bonne chance, d'être réussi, à savoir tenir, à savoir de reproduire ce que je vous ai donné la dernière fois. Mais c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est ceci. Cette figure qui est ceci. Supposons-la non neutre, à savoir. À savoir, comme vous le voyez, ici, ce que j'ai tracé la dernière fois comme troisième cercle, comme le nourrir. Comment pouvons-nous là-dessus faire le dessin de ce qui nourrait ces trois? Je vais vous le présenter d'une autre façon. Et c'est très facile de concevoir sous la forme qui a été matérialisée de 36 façons au cours des âges, à savoir d'astrolabe. Il est très facile de concevoir trois cercles sphériques, métalliques, là où nous nous retrouverons bien plus aisément, bien sûr, puisque nous ne sommes capables de faire du géométrique des solides. Voici comment je vais les représenter. Supposez ceci qui a été très fréquemment réalisé au cours des âges dans les instruments de marine. Je vais vous le dessiner simplement. Voilà un cercle vu de face. Le cercle équatorial que je vous dessine maintenant est vu à plat. Et c'est pour ça que j'ai faim de vous le dessiner en perspective. Faisons maintenant un troisième cercle sagittal. Traçons ce petit pointillé pour vous donner la notion de la façon dont vous devez le voir en perspective.
c'est une façon distincte, parce qu'elle fait invocation sans aucun espoir d'ailleurs à votre sens de l'espace. Vous n'en avez pas plus que quiconque. Vous croyez voir en relief, mais vous n'imaginez même pas en relief. Je veux figurer comment, dans l'espace, se conçoit la trace de ce que je vous ai donné tout à l'heure. Posé tout à l'heure problème concernant ce qui peut unir ces trois imaginaires, symboliques et réels désunis. Si vous procédez ainsi, vous verrez que vous avez à tracer cette ligne, cette consistance qu'il faut et qu'il suffit que ceci soit, disons, figuré pour qu'il y ait là nœud à quatre, nœud partant d'une disjonction conçue comme originaire du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Je vous conseille d'en garder note, parce que c'est d'une nature assez féconde à faire réfléchir sur ce qu'il en est de la fonction de savoir pourquoi, par exemple, cette ligne que j'ai isolée comme rose doit passer les deux fois pour nous, en avant et au-dessus de ce cercle, le seul à plat, est passé se contenter de passer en somme à l'intérieur de celui qui ici occupe le rang 2 au regard d'une idée que nous pourrions nous faire de l'extérieur, du moyen et de l'intérieur, du profond. Ceci suffit en effet amplement et est illustratif de la fonction du nœud. Je poserai, si je puis dire, cette année la question de savoir si, quant à ce dont il s'agit, à savoir le nouement de l'imaginaire, du symbolique et du réel, il faille cette fonction supplémentaire, en somme, d'un tort de plus, celui dont la consistance serait à référer à la fonction dite du Père. C'est bien parce que ces choses m'intéressaient depuis longtemps, quoique je n'avais pas encore à cette époque trouvé cette façon de les figurer. J'ai commencé les noms du Père. Il
y a en effet plusieurs façons d'illustrer la manière dont Freud, comme c'est patent, son texte, ne fait tenir la conjonction symbolique de l'imaginaire réel que par les noms du Père. Est-ce indispensable? Ce n'est pas parce que ça serait indispensable et que je dis la contre, que ça pourrait être controuvé, que ça l'est en fait toujours. Il est certain que quand j'ai commencé à faire le séminaire des noms du Père, que j'ai, comme certains le savent, au moins ceux qui étaient là, que j'y ai mis un terme, j'avais sûrement, c'est pas pour rien que j'avais appelé ça les noms du Père et pas le nom du Père. J'avais un certain nombre d'idées de la suppléance que prend le domaine discours analytique du fait de cette avancée par Freud du Père. Ce n'est pas parce que cette suppléance n'est pas indispensable qu'elle n'a pas lieu. Notre imaginaire, notre symbolique et notre réel sont peut-être pour chacun de nous encore dans un état de suffisante dissociation pour que seul le nom du Père fasse nœud borroméen et tenir tout ça ensemble, fasse nœud du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Mais vous imaginez pas que ce serait bien pas dans mon ton habituel que je sois en train de prophétiser que du nom du Père dans l'analyse et aussi bien du nom du Père ailleurs, nous puissions d'aucune façon nous passer pour que notre symbolique, notre imaginaire et notre réel, comme c'est notre sort à tous, ne s'en aille très bien chacun de son côté. Il est certain que, sans qu'on puisse dire que ceci constitue un progrès, car on ne voit pas en quoi un nœud de plus sur le dos, sur le col et ailleurs, on ne voit pas en quoi un nœud réduit à son plus strict constituerait un progrès sous ce seul fait que ce soit un minimum. Ça constitue sûrement un progrès dans l'imaginaire, c'est-à-dire un progrès dans la consistance. Il est bien certain que dans l'état actuel des choses, vous êtes tous et toutes à chacun aussi inconsistants que vos pères, mais c'est justement du fait d'être entièrement suspendu à eux que vous êtes dans l'état présent.